Ces dernières semaines, on a eu une offensive des agents de ICE dans l'État du Minnesota aux États-Unis qui se sont soldés par 2 meurtres en plein jour captés par des caméras. Il y en a qui se demandent si le fascisme est à nos portes aux États-Unis. Mais de l'autre côté, on a un mouvement de masse contre ICE, non seulement au Minnesota, mais à travers tous les États-Unis. Et ça a culminé avec une grève générale le 23 janvier dernier au Minnesota. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui à cet épisode de Parti pris. Donc, beaucoup d'yeux sont rivés sur les États-Unis en ce moment, au Québec et au Canada. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision aujourd'hui à l'épisode de Parti pris de parler en long et en large de ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, je suis avec Benoît Tanguay du comité exécutif du Parti communiste révolutionnaire. Salut Benoît. Salut Julien. Content de t'avoir encore une fois. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous lancer sur ce qui se passe aux États-Unis autour de ICE et du mouvement anti-ICE? Oui, ben c'est ça. Depuis le début de l'année, on a eu le déploiement je pense que ça atteint jusqu'à 3000 agents donc cette police de l'immigration qui a déchaîné vraiment une attaque sur les immigrants sous la forme de... Ils entrent dans des maisons sans mandat, ils kidnappent des gens dans les rues, dans leur voiture, ils brisent des fenêtres de voitures pour sortir les gens. C'est vraiment... toute la ville de Minneapolis est terrorisée en ce moment. Il y a particulièrement la communauté somalienne qui apparemment dans les quartiers somaliens sont vides, les commerces sont vides, les gens sortent pas de chez eux. Puis c'est parce que c'est pas juste les gens qui sont sans papier, tout le monde peut être visé juste sur pour la couleur, avoir la mauvaise couleur de peau, pour être somalien ou latino. Et tout ça a déclenché un mouvement un mouvement de masse en réaction, mouvement de masse fascinant, vraiment inspirant. Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. On va devoir décrire un peu plus en détail ce qui se passe parce que c'est exceptionnel. Ouais. C'est vraiment exceptionnel, mais tout ça dans le cadre de ce mouvement-là, on a eu une première personne qui a été tuée, Renee Good, qui a été tuée par un agent de ICE le 7 janvier. Donc, une mère de famille qui était dans sa voiture. Puis, ça a été filmé par les caméras. Puis, à la télé nationale, toute la gang de Trump sont allés inventer des mensonges éhontés. Ils sont allés dire que c'était une terroriste intérieure, toutes sortes de... puis que les agents de ICE avaient une immunité complète. C'est ça. Puis ça a provoqué une colère justifiée, évidemment, alors que c'était tellement des mensonges évidents que ça a commencé à faire changer les consciences de bien des gens. Puis, en réponse à ça, ça nourrit le mouvement qui a commencé à Minneapolis. Puis, les gens ont commencé à parler d'organiser une grève générale. Ça encore, on va en reparler parce que c'est fascinant. Puis on ne peut pas sous-estimer l'importance historique de cette grève générale-là qui a eu lieu le 23 janvier. Puis le lendemain de la grève générale, on a eu une nouvelle personne qui a été tuée par ICE, un homme de 37 ans du nom d'Alex Pretty, qui a été, encore une fois, tué ça a été une exécution capturée par les caméras. Juste un homme qui était en train d'essayer de défendre une femme qui venait de se faire poivrer par la police. Puis les caméras montrent la scène incroyable de policiers qui tabassent un homme, puis qui lui tire 10 balles dans le dos sans la moindre justification. Puis encore une fois, toutes les goons de Trump, ces minions sont allés à la télé, sont allés dire « Ah, il posait une menace aux agents. » Il était là pour massacrer des agents de ICE, tout ça. Il y avait une arme, tout ça. Puis,
évidemment, tout le monde qui voit la vidéo voit à quel point c'est un mensonge complet. Puis tout ça, c'est en train d'avoir des conséquences assez importantes sur la conscience des gens à travers les États-Unis. Ouais. Puis les derniers développements, alors, c'est que devant la colère que ça a suscité, Trump a été obligé de reculer d'une certaine manière. Et donc, il est en train de dire... premièrement, ils ont fait du damage control, comme on dit. Alors, la secrétaire de presse de Trump a dit « Ah, ben lui, il n'a pas encore vu la vidéo. Il est pas ça. On est en train d'analyser. » Ils ont comme pas endossé la version qui avait été transmise par les agents de ICE. Puis Trump a fini par dire « Ah oui, les deux personnes qui sont mortes, ça, c'était une tragédie, quelque chose comme ça, tu sais. » Puis, ce qui est en décallage du discours initial, qui était « Ah, c'est des terroristes. » Quasiment, ils méritaient, tu sais. Puis là, il a renvoyé le chef de ICE, Greg Bovino. Ça a été fait discrètement. Ça a été fait discrètement. Il a été sorti du Minnesota. Puis je pense qu'ils vont le mettre à la retraite. Fait qu'il il a été, ils le remettent dans le placard, dans le tiroir. Donc ce que ça montre, c'est que ça a été à la fois la grève générale et la colère qui a été suscitée par les deux meurtres ont donné ça a été une petite défaite pour Trump, d'une certaine manière, qui a été forcé de reculer. Oui, non, absolument. Mais merci pour ce bon résumé. Peut-être juste pour reculer un peu dans le temps, c'est quoi ICE, en fait? ICE, c'est un acronyme, évidemment, Immigration and Customs Enforcement, qui se traduirait à peu près par Service de l'immigration et des douanes des États-Unis. Ça a été créé en 2003, dans la foulée du 11 septembre, en même temps que le département de la sécurité intérieure, fondé en 2002. Puis c'est ça, ICE, ça se veut une espèce de... C'est une force qui vise, en tout cas sur papier, à lutter contre la criminalité transnationale, qu'ils disent, et l'immigration irrégulière, donc les sans-papiers, de s'occuper de les trouver puis les déporter, essentiellement. Puis c'est ça, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Mais là, sous Trump, ce qu'on voit notamment, c'est des raids de ICE beaucoup plus spectaculaires, en fait. De manière très... Ouais, c'est ça, il l'annonce, on va amener 2000 agents de ICE à Minneapolis, sous des prétextes complètement loufoques. Là c'est la communauté somalienne de l'État qui est visée, ciblée directement. Il y a 84 000 Somaliens ou gens de descendance somalienne dans la région de Minneapolis et Saint Paul, qui s'appellent les villes jumelles, les Twin Cities. Donc, on a vu Trump à la télé faire des remarques complètement racistes sur les Somaliens et tout ça. On les veut pas ici dans notre pays. Mais aussi, ça sert de prétexte pour Trump. Pas de prétexte, plutôt de distraction par rapport à ses autres politiques extrêmement impopulaires. Puis on va y revenir. Mais il y a juste un point à faire ici. C'est que ICE est vraiment vu comme une force d'occupation étrangère par ces gens-là, en fait. C'est vraiment vu comme cette force qui arrive de l'extérieur. Puis là, on voit les gens ordinaires s'organiser pour les mettre dehors. Puis un autre point important aussi, c'est le rôle des démocrates ou l'hypocrisie des démocrates quand il vient le temps de parler de ICE, en fait. Parce que ICE a été financé par les démocrates. Puis d'ailleurs, sous Biden, il y a eu... C'est là que les déportations ont explosé, en fait. L'année 2024, c'était le plus haut nombre de déportations en 10 ans, en fait. Donc, les démocrates sont aussi coupables de la création du fait d'entretenir ICE et de ses politiques de déporter ce qu'ils appellent les immigrants illégaux et tout ça. Puis il y a des millions de sans-papiers aux États-Unis. Puis nous, évidemment, en tant que communistes, on dit que les sans-papiers devraient avoir tous leurs droits, devraient intégrer le mouvement syndical, devraient avoir droit à un emploi et tout ça. Mais en ce moment, sous Trump en particulier, ils sont utilisés comme un bouc émissaire pour tous les problèmes de la société américaine. Mais je pense que c'est important de souligner l'hypocrisie des démocrates qui, eux aussi, ont financé ICE. Et pas plus tard que, c'était quoi, il y a une semaine ou 10 jours, il y a 7 démocrates qui ont aidé les républicains à voter
une augmentation du budget pour le département de la sécurité intérieure et pour ICE. Puis c'est comme ça que les démocrates fonctionnent en général. Quand ils sont dans l'opposition, ils chialent un peu, mais quand le moment décisif arrive, ils sont du côté des républicains et de la classe dirigeante américaine. C'est une politique, ce qu'ils appellent bipartisane aux États-Unis, le financement de ICE, puis les attaques envers les immigrants. Puis je pense un autre aspect important, parlons du mouvement, parce que ça, c'est quelque chose qui manque cruellement, je pense, dans les médias québécois, canadiens. On entend toutes les frasques de Donald Trump, puis il y en a, il y en a beaucoup. Mais on entend rarement parler de la résistance puis des mouvements qui s'y opposent. Puis je veux juste prendre le temps de citer un article. Il y a notamment un article qui est apparu dans The Atlantic. On devrait vraiment le mettre dans la description de l'événement, qui décrit ce que ce journaliste-là voit à Minneapolis. Puis c'est incroyable. Ça, c'est le mouvement dont tu parlais tantôt en réponse à l'assaut de ICE à Minneapolis. Puis le journaliste, il dit... L'article s'appelle « The Minneapolis Uprising », ce qui est révélateur en soi. Il dit « Par moment, Minneapolis m'a rappelé ce que j'avais vu pendant le printemps arabe en 2011, qui était une révolution. Il dit « Comme sur la place Tahrir au Caire, en Égypte, Minneapolis a connu un soulèvement civique à plusieurs niveaux où une avant-garde de manifestants a gagné en puissance, tandis que de nombreuses autres personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions progressistes se sont jointes au mouvement. J'ai entendu les mêmes propos indignés de la part de parents, de pasteurs, d'enseignants ou de résidents âgés d'une banlieue aisée. » Puis l'article parle aussi de comment, dans la dernière année, je cite, « des milliers d'habitants du Minnesota ont été formés en tant qu'observateurs juridiques et ont participé à des exercices de jeux de rôle où ils répétaient des scènes d'arrestation ou de ICE qui tentent des arrestations. » Fait que puis selon cet article-là, il y a 65 000 personnes à Minneapolis qui ont suivi des formations pour savoir comment résister aux attaques de ICE. Puis le journaliste, il raconte qu'il a assisté à une des formations. Il dit « J'étais dans une salle de classe. Plusieurs dizaines de personnes âgées de 14 à 70 ans se sont affrontées en jouant le rôle d'agent de ICE dans une bagarre qui durait plusieurs minutes. Des formateurs faisaient part de leurs critiques aux bénévoles. Une dame aux cheveux gris a déclaré qu'elle avait trouvé l'exercice difficile, n'étant pas le type de personne à dire « fuck you ». Excusez-moi le terme, c'est comme ça que c'est dit. Fait que bref, tu as des gens ordinaires qui se forment, qui organisent des meetings où ils se forment sur comment résister à ICE. Puis ça, d'ailleurs, il y a un autre participant au mouvement qui racontait aux journalistes, il dit « C'est en quelque sorte désorganisé, organisé », en parlant du mouvement. Il dit George Floyd a connecté tout le monde. Parce qu'en ce moment, il y a des réseaux à Minneapolis, notamment à travers des chats sur Signal, l'application cryptée et tout ça, avec des milliers de personnes dedans. Puis ce que cet article-là disait, c'est que c'était des réseaux qui avaient été formés pendant le mouvement en 2020, après le meurtre de George Floyd, qui était d'ailleurs à Minneapolis aussi. Donc, on a des gens ordinaires qui s'organisent, qui prennent les choses en main et qui n'attendent pas que les politiciens le fassent à leur place. Puis ils voient bien que Tim Walz, qui est un démocrate, a à peu près rien fait pour empêcher les raids de ICE dans son État. Donc, tu as le monde ordinaire qui tire la conclusion, il faut qu'on prenne le mouvement entre nos mains. Puis ça, en soi, c'est extrêmement significatif. J'ai d'autres citations, je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Je peux continuer parce que il y a d'autres exemples, mais c'est absolument exceptionnel, en fait. Non, mais c'est exceptionnel. Puis c'est un processus dans lequel nos camarades américains, donc des Revolutionary Communists of America, interviennent. Puis, fait qu'ils nous rapportent des témoignages, des informations depuis le terrain. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de raconter. Ils parlent notamment d'un meeting de masse qui a eu lieu dans le cadre de ce mouvement-là récemment. Puis juste pour parler un peu des démocrates là-dedans, ce qu'ils racontent, c'est ça, c'est qu'on a des meetings de masse. Un camarade qui raconte qu'il va dans une école secondaire, puis une école primaire qui a été pas réquisitionnée, mais qui est utilisée pour la réunion, pour faire une assemblée, que dans l'école secondaire, toutes les pièces sont remplies de gens du quartier qui se rencontrent, qui s'échangent leurs informations, qui discutent des leçons du mouvement, qui discutent de la prochaine étape, donc vraiment une assemblée de masse avec
puis avec des discours, tout ça. Puis ce qu'il raconte, c'est que dans le cadre de ce mouvement-là, tu as quelques officiels du gouvernement, des gens alignés sur les démocrates, des conseillers municipaux, tout ça. Puis c'est eux les pires. C'est eux qui s'arrangent pour... qui ont aucune solution, qui n'ont aucune proposition, que tout ce qu'ils font, c'est essayer de calmer le mouvement, de jeter de l'eau sur le feu pour essayer de tempérer les choses, puis un peu de désorganiser les choses. C'est ça le rôle des démocrates dans le cadre d'un mouvement comme ça. Tu sais. Ouais, puis parlons un peu de la grève générale. Juste avant, j'ai une dernière chose à citer parce que je trouve que ça exprime bien quelque chose de profond sur la conscience de classe, en fait. Parce que ce même article-là de The Atlantic, le journaliste, il dit « J'ai rencontré un couple septuagénaire qui m'a confié n'avoir jamais envisagé de participer à une manifestation politique avant que l'ICE n'arrive en ville. Ils ont alors réalisé que leur petite fille risquait d'être témoin d'une violente descente de police simplement en se rendant à l'école, parce qu'il y a des raids dans les écoles elles-mêmes. Puis là, c'est des gens qui s'appellent Dan et Jane dans l'article. Il dit « Dan et Jane rejettent l'idée qu'ils sont devenus politisés. Selon Jane, le terme humaniste est plus approprié. Leur colère était évidente lorsqu'ils m'ont dit que l'administration Trump violait les principes chrétiens fondamentaux. » Là, ça dit « Dan a suivi une formation d'observateur juridique et le couple, désormais, livre des provisions aux familles d'immigrants de Minneapolis. » Puis ça, il y a plein d'autres exemples. Il y en a un autre dans cet article-là d'un jeune homme qui n'était pas politisé du tout, mais quand il a vu des agents de ICE se moquer de la mort de René Good en prenant une fleur qui avait été déposée en hommage à René Good, puis en faisant une espèce de moquerie avec, il dit « Là, c'est assez, je m'en vais manifester. » t'sais. Puis ça dit plusieurs choses sur la conscience et la conscience de classe. C'est-à-dire, en temps normal, la plupart des travailleurs du monde ordinaire pensent pas à manifester, à aller dans la rue, puis le monde veut le calme et la paix. C'est un phénomène normal. Il y a un certain côté conservateur à la conscience. Mais dans des moments comme ça, il y a une rupture, en fait, puis il y a un saut dans la conscience. Les gens réalisent, quasiment, j'ai pas le choix de me tenir debout. Puis c'est ça qu'on veut dire. Puis c'est une conclusion de classe très profonde, de dire, on va prendre les choses dans nos mains. Puis ça non plus, c'est pas ordinaire. Les gens ordinaires se font dire, la politique, ça appartient à d'autres mondes. C'est les conseillers municipaux, les députés, les congressistes, c'est eux qui s'occupent de la politique. Mais ce qu'on a dans un mouvement de masse, c'est encore plus dans une révolution. On n'est pas encore à une révolution, mais on voit en embryon, c'est quoi une révolution? C'est quand le monde ordinaire prenne les choses en main, puis du monde qui n'était pas politisé ou qui était apathique deviennent soudainement politisés à leur manière. Puis ça amène leur contradiction. Évidemment, cette personne-là qui dit « Ah, ça viole les principes chrétiens », on parle pas de quelqu'un qui est devenu communiste, mais c'est ça le point, c'est le côté contradictoire de la conscience. Des gens qui ont toutes sortes de préjugés, d'idées, puis qui sont pas politisés, deviennent politisés. Ouais. C'est ça qu'on voit. Puis parlons aussi de la... Oui, vas-y. Si tu peux me permettre. Ben oui. Ouais, je pense qu'il y a plein de... Puis c'est vraiment intéressant. On pourrait parler longtemps des différents exemples, parce que les choses évoluent vraiment vite à Minneapolis. Puis il y a des gens qui décrivent qu'ils sentent comme s'ils étaient dans sur un champ de bataille, que la ville a été prise d'assaut, puis les gens se mobilisent, mais c'est vraiment... Puis Trotsky disait qu'une révolution, c'est l'entrée des masses sur la scène de l'histoire. Puis je pense pas qu'on est dans une révolution encore, mais on voit comme les embryons de ça, comme tu as dit. Puis un de ces embryons-là, c'est le fait que les gens tout le monde est impliqué dans ce truc-là. Parce que la majorité de la population forme la classe ouvrière. La classe ouvrière sent que c'est son voisin, ses amis, les gens qu'ils connaissent, ils voient tous quelqu'un, leurs collègues surtout, se font attaquer, se font kidnapper, se font arrêter dans la rue, se font contrôler leurs papiers. Puis ça mobilise tout le monde. Alors là, les scènes à Minneapolis, c'est devant les écoles. Toutes les écoles, au coin de rue, il y a des gens avec des sifflets qui tiennent la garde pour avertir, pour empêcher pour avertir si ICE arrive, puis parce que ICE est connu pour aller kidnapper des enfants, pour aller faire du chantage auprès de leurs parents. Ou les profs, c'est ça. Dans les restaurants ou dans les différents commerces, il y a
les travailleurs ont spontanément commencé à organiser des tours de garde, des systèmes pour s'avertir. Puis on a parlé c'est ça, les fameux group chats signal. Les gens s'avertissent, tel quartier, tel coin de rue, la ICE arrive. Puis ça, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est un exemple qu'un des camarades, un de nos camarades à Minneapolis, qui raconte qu'il travaille dans un restaurant, puis que les travailleurs, puis dans ce restaurant-là, puis c'est une chaîne, je pense, il raconte qu'il y a 2 personnes qui travaillent pas nécessairement dans le restaurant, mais dans la chaîne en général, qui ont été kidnappés par ICE. Puis tout ça, ça a réveillé tout le monde, tous les employés. Puis là, ils ont commencé à s'organiser eux-mêmes, organiser leurs moyens de défense. Alors, ils se sont mis à barricader les portes, à organiser un système où est-ce que il y a juste par la porte d'entrée que tu peux arriver. Ils ont commencé à tout s'organiser comme ça. Les clients coopèrent aussi. Puis c'est ça. Puis là les clients arrivent dans le restaurant, ils disent « c'est quoi ça? » Ils disent « on veut se défendre contre ICE. » Les clients leur donnent des trucs, commencent à parler de coopérer, de faire une coopération entre restaurants, entre les différents commerces. Puis tout ça, pendant ce temps-là, l'employeur, lui, il regarde ça, puis il dit non, je veux pas que vous fassiez ça. Puis les employés disent on s'en fout. On t'écoute pas. Ouais. Puis là, c'est quoi ça? C'est le début encore une fois, tu parlais de la conscience qui est contradictoire. Ces gens-là, c'est pas des communistes qui disent contrôle ouvrier sur la production, mais ils sont en train de faire un contrôle ouvrier sans le savoir. Puis c'est comme ça que progressivement la conscience change. C'est par la nécessité, la nécessité d'appliquer le contrôle ouvrier. Ben, les gens viennent à le faire, puis rétrospectivement, ils disent on a besoin, on ne peut pas écouter le patron. Il faut que ça soit nous qui soyons en charge. Et alors, la nécessité met de l'avant, impose un programme de contrôle ouvrier, un programme qui est le premier pas vers le socialisme, d'une certaine manière, qui est un embryon de socialisme. Absolument, fait que quand on dit que les événements vont amener les gens à une conscience socialiste, juste par la nécessité, c'est un exemple de ça. Oui, une conscience que c'est les travailleurs qui peuvent prendre des choses en main puis diriger la société eux-mêmes. T'sais. Moi, des fois, on entend tellement de cyniques dire les gens sont tellement niaiseux, les gens sont tellement atomisés, pensent rien qu'à eux-mêmes. T'sais, on voit des trucs comme ça en dit long sur la soi-disant nature humaine, que tu as des gens qui n'ont à peu près rien à voir avec les sans-papiers. Peut-être ils en connaissent et tout ça, mais des gens qui sont pas sans-papiers eux-mêmes, qui vont porter de leur épicerie à des gens qui restent chez eux, qui font la surveillance dans les écoles, tout ça, ça en dit long sur la nature humaine. Il y a la société capitaliste qui essaie de nous atomiser, mais de l'autre côté, il y a une nécessité presque organique à la solidarité dans la lutte contre les bandits qui nous gouvernent puis qui envoient la police aux trousses du monde ordinaire. Puis peut-être un dernier exemple que je trouvais très révélateur, c'était encore une fois dans le même article dont je parle depuis tantôt, qui parlait d'un gars qui était dans son char, qui faisait de la surveillance, puis il avait comme son téléphone, puis il recevait comme des notifications du monde qui disait qu'il y avait des chars de ICE par-ci, par-là. T'as l'impression que c'est un peu comme un policier, mais pour le monde ordinaire. T'sais. Non, mais c'est que c'est un groupe Signal dans lequel les gens envoient des messages vocaux. Puis il le mettait sur le dash de son char, en bon français. Puis avec les messages étaient comme jouaient automatiquement. Fait que ça faisait comme comme dans un char de police où est-ce qu'il reçoit les... Puis là où je voulais en venir avec ça, c'est que ça en dit long sur justement la créativité des travailleurs du monde ordinaire dans la lutte elle-même, tu sais. Fait que c'est ça. Puis la grève du vendredi 23 janvier, ça, c'est extrêmement significatif aussi, évidemment. Ça a été le point culminant à date. Il y en aura peut-être d'autres. Mais c'était appelé une Day of Action, une journée d'action, je pense, pour la réconciliation et tout ça. Ça avait un nom un peu alambiqué. Et éventuellement, l'AFL-CIO, qui est le plus gros syndicat aux États-Unis, du moins le syndicat local dans l'État du Minnesota a endossé la journée. Éventuellement, je pense que l'AFL-CIO national a endossé la journée. Ils ont évité studieusement d'utiliser le mot grève, mais dans les faits, c'est ça qui est arrivé, en fait. Les écoles étaient fermées, supposément à cause du froid, mais je veux dire,
le Minnesota, c'est un État froid. Là. Ouais. C'était une excuse facile pour fermer les écoles puis pas avoir de problème. Il y avait 800 commerces qui étaient fermés. Il y avait des photos de, je pense, c'est une autoroute qui, normalement, le matin, c'est noir de monde. Il n'y avait pas un char dans l'autoroute. Fait que dans les faits, ça n'a pas été... Les grands commerces comme Target et tout ça n'ont pas fermé. Mais tu avais l'embryon de, encore une fois, la classe ouvrière qui arrête la production pour imposer sa volonté. Puis les grands médias américains n'ont pas eu le choix d'appeler les choses par leur nom puis de parler de, ben oui, il y a une grève générale à Minneapolis-Saint Paul en cours. Puis donc ça, encore une fois, c'est significatif. Je pense que tu l'as dit au début, c'est la première fois en 80 ans qu'il y a une grève générale aux États-Unis. Puis pas une grève pour des meilleurs salaires, un meilleur fonds de pension, une grève politique contre ICE. C'est exceptionnel. Ouais. Puis, tu sais, pour donner d'autres détails, je pense qu'il y a eu 800 petites entreprises, petits commerces qui ont été fermés. Dit, ouais. Puis tout ça, c'est les employés de la base qui l'ont imposé. Je pense que il y a dans beaucoup de ces entreprises-là, ça devait être l'employeur qui a dit ben on n'a pas le choix de fermer parce que nos employés ne vont pas se présenter. Puis même tu as dit, bon, Target, tout ça était ouvert, les grandes chaînes, mais en pratique, il y a plein de gens qui ont pris leur journée, qui ont pris une journée off, qui ont pris une journée maladie, puis les patrons savaient bien que ces gens-là, ils n'étaient pas malades, mais ils ont comme pas eu le choix parce qu'il y avait tellement d'employés qui ont imposé leur volonté sur le patron que les patrons ont été obligés d'accepter tout ça. Fait encore une fois, c'est une démonstration que si la classe ouvrière veut quelque chose, elle a le pouvoir de l'imposer. Elle a le pouvoir de casser la routine. C'est elle qui contrôle la production en réalité. Ouais. C'est juste une question d'être assez organisé puis d'avoir les bonnes raisons pour le faire pour qu'elle impose sa volonté. Oui, puis peut-être un autre point vraiment important, je crois, surtout ici au Québec, où tu as l'impression des fois en entendant le commentariat, les gens à gauche, les médias, qu'il y a un énorme virage à droite aux États-Unis. Puis je pense que c'est important de prendre acte de ce que la grève générale signifie en regard de cet argument-là. T'sais. Les provocations de Trump allaient inévitablement produire un backlash en bon français. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment. Il n'y a pas de virage à droite aux États-Unis. En fait, c'est juste un côté de l'équation, l'élection même de Trump. De l'autre, c'est la radicalisation, la colère qui s'exprime dans des mouvements comme ça, en fait. Puis d'ailleurs, les sondages révèlent, d'un, que Trump, sa popularité est en chute massive, mais aussi, on peut admettre que probablement certains travailleurs ont acheté l'argument que l'immigration, c'est un problème, qu'il faut déporter les sans-papiers, que ça va améliorer le sort des Américains, des vrais Américains d'ici. T'sais, on peut admettre que peut-être certaines personnes ont gobé ça dans la foulée de l'élection de Trump. Mais là, ce qu'on voit avec les événements à Minneapolis, puis pas juste ça d'ailleurs, c'est arrivé plus tôt cette année à Los Angeles, aussi un gros mouvement anti-ICE. On voit une chute de l'appui à ICE. Il y a même un sondage qui disait que 48% des Américains sont d'accord pour abolir ICE. C'est incroyable. Il y a 55% des Américains qui ont peu de confiance en ICE, 67% de ceux qui se considèrent indépendants, donc ni démocrates ni républicains. Donc c'est ça aussi, on voit que non, c'est pas vrai qu'il y a un virage à droite puis qu'on devrait pleurer la montée de l'extrême droite. Il y a cette colère-là que le mouvement exprime aussi. Oui, puis c'est quelque chose qu'on disait depuis le début, c'est que les appuis pour ICE puis les appuis pour la politique de Trump en matière d'immigration, c'est un appui qui était abstrait. C'est un appui que les gens, tu leur dis, on va enlever des criminels dangereux de la rue. Qui va dire, on est contre enlever des criminels dangereux de la rue? Mais quand tu leur dis, on va rentrer dans vos maisons, on va arrêter vos collègues, on va faire des raids violents, on va kidnapper votre voisin. Quand ils se mettent à voir ça,
Là, soudainement, ça devient concret ce que ça veut dire. C'est une politique de déportation de masse. Puis là, c'est là que tu vois les changements radicaux dans les appuis à cette politique-là. Tu sais. Par exemple, la confiance envers les gens qui n'ont aucune confiance en ICE est passée de 45% à 55% juste en l'espace d'un mois. C'est une augmentation, oui. Assez C'est drastique, là. Ouais, j'aimerais ça nous amener sur la situation plus large aux États-Unis. Parce qu'effectivement, on voit qu'il n'y a pas une simple montée de la droite. Mais aussi, un autre point, c'est que le mouvement anti-ICE exprime quelque chose de plus profond aussi. Parce que Trump a été élu sous la promesse d'améliorer le sort des travailleurs. C'était ça qu'il disait. Il parlait de créer les meilleurs emplois du monde, les salaires allaient augmenter, ça allait être les meilleurs salaires de l'histoire, un retour de l'âge d'or, du Golden Age des États-Unis. Puis c'était ça, l'enjeu clé, c'était l'économie. C'était pas l'immigration, c'était l'économie. Mais ce qu'on voit aussi après 1 an de Trump, c'est qu'il n'a pas satisfait aucune de ses promesses envers les travailleurs américains. Donc évidemment, les raids de ICE jouent un rôle de distraction, mais la réalité, elle frappe dans le portefeuille. Puis je pense qu'on peut parler de ça aussi. Tu m'avais envoyé des articles intéressants là-dessus. Je ne sais pas si toi, tu as ça dans tes notes quelque part, mais il y a, en termes, notamment, Trump avait parlé de ramener des bons emplois. Puis c'est notamment sa politique tarifaire vise, en théorie, à ramener des bons emplois de col bleu aux États-Unis. Mais ils ont baissé les emplois dans le secteur manufacturier ont baissé de 68 000 pendant l'année 2025. Donc, il n'a pas du tout rempli sa promesse. L'inflation continue d'être dans le tapis. Puis ça contribue à la colère ambiante aussi. Puis les illusions vers Trump, dans la mesure où elles existent chez une certaine partie de la population, elles commencent à se dissiper aussi. Ouais, mais c'est un article intéressant que j'invite le monde à aller lire. C'est sur le Financial Times. Ça s'appelle How 1 Year of America First Left Workers Behind. C'est vraiment intéressant. Je ne vais pas tout dire ce qu'il dit, mais il y a vraiment des statistiques intéressantes. Par exemple, au cours des 12 derniers mois, le taux de chômage chez les Américains, chez les travailleurs nés aux États-Unis a augmenté, alors qu'il a diminué pour les travailleurs nés à l'extérieur des États-Unis. Donc même sa politique de déportation marche pas selon ses propres termes. C'est ça. Parce que cette année, ça a été aussi une rare année de migration en dehors des États-Unis. C'est-à-dire plus de monde sont partis que sont rentrés. Ouais. Mais malgré ça, ça n'a pas changé la situation des travailleurs nés aux États-Unis. Oui, c'est ça. On peut dire aussi, il y a une plus grande proportion des ménages à travers toutes les tranches de revenus qui rapportent la hausse des prix comme étant un problème. Donc, il y en a plus qu'avant le début de son mandat qui rapporte ça. Le taux d'économie, les économies que les gens ont, a diminué à son plus bas depuis 2008. Puis l'activité manufacturière est en diminution. Évidemment, c'est un produit des tarifs. Puis je pense, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la part des travailleurs dans le PIB est à son plus bas historiquement. C'est le plus bas qui a jamais été rapporté. Donc, tu vois, le portrait, c'est un appauvrissement des travailleurs. Puis le portrait qu'on se fait dire habituellement, parce que Trump fait des discours, il dit « Ah, on a la meilleure économie américaine de tous les temps », tout ça. Puis il y a un élément de vérité à la surface. Hein. Si tu regardes, le marché boursier est en explosion aujourd'hui. Le Standard & Poor's atteint des sommets. 7000, là, un plus gros de tous les temps, tout ça. Mais tout ça, c'est largement artificiel. Je pense le 39% de la croissance du PIB vient des investissements dans l'intelligence artificielle. Donc, un truc
largement spéculatif, qui est là pour enlever des emplois, pour en créer. Alors que les gens dans les emplois dans le manufacturier sont en train de perdre leurs emplois, les gens les plus riches voient leurs impôts augmenter, tandis que leurs revenus augmenter, tandis que les plus pauvres sont en train de voir leurs revenus diminuer. Alors évidemment, Trump, il dit publiquement qu'il il prétend qu'il y a des grandes victoires, mais tu peux être certain qu'il voit bien que les gens ne sont pas satisfaits avec son programme, puis ils sont pas très contents, puis ça nourrit le mécontentement populaire. Puis Trump, c'est un populiste, hein. Il veut être populaire. Il n'aime pas être pas aimé. Il n'aime pas ça, pas être aimé. Alors ça fait que là, il cherche ça le rend encore plus comme... à la recherche de solutions, de victoires. C'est ça qui pousse des trucs comme essayer d'accomplir son programme de déportation, de pouvoir dire on arrête des criminels, on arrête des méchants. Puis c'est aussi ça qui explique ses actions au Venezuela. Oui, c'est ça. C'était une immense distraction de la politique intérieure. Pour essayer de dire, regardez, on va ramener les prix du pétrole à des bas niveaux. On vient de prendre du pétrole pour l'Empire. Regardez, ça va être bon pour vous. On vient d'arrêter un dictateur. Puis encore une fois, pour essayer de faire des victoires aussi, pour dire, on fait la paix, je suis un grand pacifiste, tout ça. Ouais, puis un autre aspect, c'est le fameux cas Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, c'était ça qui faisait les manchettes. Puis une colère immense dans le camp de Trump lui-même, en fait. Trump lui-même avait surfé sur l'idée de les démocrates essaient de faire un cover-up avec les dossiers Epstein. Puis après ça, Donald Trump disait les dossiers Epstein n'ont jamais existé de toute façon. De quoi vous parlez? Pourquoi vous obsédez sur la question de Epstein? Puis ça, c'est une question de classe, ultimement. C'est-à-dire que ce que Epstein exprime, c'est la décrépitude de la classe dirigeante, bipartisane d'ailleurs, des démocrates, des républicains. Noam Chomsky qui est sur les photos avec Epstein. Bon, mais bref, le point, c'est que c'est vu comme une classe de dégénérés qui non seulement s'enrichissent, mais sont des monstres dans leur vie personnelle. Tu sais. Fait que c'est ça qu'on voit, la décadence de la classe dirigeante américaine. Puis Trump qui essaie de dire non, tout va bien, j'ai amélioré le sort des travailleurs. Ça marche juste pas. Les faits correspondent pas à ce que Trump dit. Puis c'est ça qui s'exprime dans des choses comme les mouvements de masse anti-ICE. Mais aussi, on peut penser à la victoire de Zoran Mamdani. C'est-à-dire, on a eu la victoire de Trump en novembre 2024. Puis en novembre 2025, un socialiste qui gagne la mairie de la plus grosse ville des États-Unis. C'est extrêmement significatif et ça montre, encore une fois, la polarisation, en fait, puis la recherche de n'importe quoi qui a l'air contre l'establishment, en fait. C'est ça qui était exprimé à travers Trump, puis c'est ça qui s'exprime à travers Mamdani aussi. Mais là, je pense que c'est important de prendre un moment pour parler de c'est quoi le Trumpisme, en fait. Parce qu'on a dit beaucoup de choses qui, je crois, donnent des éléments de réponse. Mais c'est important de s'arrêter là-dessus parce que je crois qu'il y a plusieurs erreurs qui sont faites dans la gauche aux États-Unis, mais aussi au Québec. On regarde, encore une fois, à travers le prisme déformé des médias, on voit les grands titres, Trump a fait ci, Trump a fait ça, des déportations, des immigrants placés dans des cages. Il y en avait sous les démocrates aussi, d'ailleurs. Mais bref, ça amène aussi la question, est-ce que c'est la montée du fascisme aux États-Unis? Puis je pense que c'est important parce que avoir le bon diagnostic, c'est important pour développer les bonnes positions politiques, en fait. Donc, c'est important de qualifier le Trumpisme. Puis peut-être l'endroit où je commencerais, c'est de dire, des fois, les analogies historiques ont leurs limites. C'est-à-dire qu'on cherche, est-ce que c'est le bonapartisme, qui est un autre terme qui signifie essentiellement dictature militaire, disons-le comme ça, ou le fascisme. Chaque analogie historique a ses limites, mais dans ce cas-ci, c'est plus que limité. Moi, je pense que ça amène des gros problèmes. Mais le Trumpisme, c'est quoi? C'est un résultat de la crise des institutions libérales, une crise des institutions démocratiques, puis une crise plus profonde du capitalisme. C'est-à-dire que pendant toute une période de décennies, il y a eu une stagnation des salaires réels aux États-Unis et une dégradation du niveau de vie, dégradation des infrastructures, du réseau de santé qui est... c'est impossible d'avoir des soins sans avoir à payer une fortune. Puis ça amène cette énorme colère-là dans la population. Puis il y a une incapacité, t'as l'impression quasiment organique de la gauche, des syndicats, à donner une voix à cette colère-là. Puis ça ouvre la porte à des démagogues de droite
qui en appelle de manière, c'est ça, démagogique à la classe ouvrière. Trump a quasiment réussi à dépeindre le Parti républicain comme un parti des travailleurs. Il faut le faire quand même. Mais il sait qu'il a besoin de gagner la classe ouvrière d'une certaine manière et à se présenter comme anti-establishment. Donc c'est ça le Trumpisme. C'est le résultat de cette crise des institutions. La montée d'une figure qui se dit anti-establishment, mais qui est forcée aussi de promettre énormément de choses à la classe ouvrière, mais qui risque, et qu'on voit déjà, n'est pas capable de satisfaire les travailleurs. Et ça, c'est à des années-lumière de ce qu'était le fascisme historiquement. Juste pour faire un petit résumé, c'est-à-dire le fascisme, d'ailleurs, un autre point important, c'est que c'était un mouvement de masse de gens appauvris, notamment des petits bourgeois, des paysans, qui étaient retournés contre la classe ouvrière. Et la plupart du temps, si ce n'est pas tout le temps, après une montée de la lutte des classes, c'est-à-dire les travailleurs qui essaient de prendre le pouvoir, qui forcent les patrons à faire des concessions, puis comme un ressac contre la lutte de la classe ouvrière, il y a un mouvement de masse qui est déchaîné pour détruire les syndicats, détruire la classe ouvrière. C'est ça qu'on a vu historiquement. Ouais, Donc on est très loin de la situation aujourd'hui. Non, c'est ça. Regarde, le fascisme en Italie, ça arrive après 2 ans d'une révolution essentiellement, où est-ce que les travailleurs avaient pris contrôle des usines. Puis donc, c'est la grande bourgeoisie qui a organisé des milices, qui a financé les chemises brunes, donc des gens qui donnaient des armes, qui donnaient de l'alcool, de l'argent, des voitures, pour aller attaquer physiquement puis briser les rassemblements ouvriers, aller rentrer dans les usines, tabasser les gens, rentrer dans les réunions du Parti communiste pour aller, puis les syndicats pour aller tabasser les gens. Puis là, après ça, même chose en Allemagne, dans les années 20, on a eu 10 ans de mouvements révolutionnaires, de tentatives de prise de pouvoir par les travailleurs, de tentatives échouées, de tentatives de coup d'État de l'autre côté. Il y a une lutte des classes qui monte et qui descend pendant 10 ans, vraiment intense. C'est après 10 ans d'épuisement de la classe ouvrière, puis du fait que les masses petites bourgeoises, les boutiquiers, tout ça était complètement tanné des luttes de classe, ils ont été la grande bourgeoisie a été capable d'acheter vraiment des masses et des masses de petits bourgeois pour aller attaquer, casser les réunions ouvrières. Là, tout ça sur un programme qui était entièrement réactionnaire, là, qui était un programme de casser les syndicats, de forcer les ouvriers au travail, d'appauvrissement des ouvriers. Alors que de quoi on parle de ce côté-ci avec Trump? Trump, il se présente à sa cérémonie d'inauguration, il se tient avec des dirigeants syndicaux, il promet des hausses de salaire à tout le monde, il promet des créations d'emplois, il promet même récemment, il s'attaque il s'est attaqué aux grands propriétaires qui achètent des maisons. Il essaie de bloquer l'achat de logements par les fonds d'investissement. Il essaie d'avoir un programme qui répond aux aspirations, ou qui a l'air de répondre aux aspirations des travailleurs. Alors, d'un côté, oui, il y a un programme réactionnaire en matière d'immigration, de droits des femmes, de droits des personnes trans, etc. Mais en même temps, il n'y a pas un programme qui est fasciste, qui vise à détruire les organisations ouvrières, à appauvrir la classe ouvrière. Puis je dirais, au-delà de la sémantique, il y a, dans cette espèce de... dans cette caractérisation de Trump comme un fasciste et tout ça, il y a une incompréhension fondamentale de l'équilibre des forces entre les classes, en fait. Parce que aussi, le fascisme, la victoire des régimes fascistes dans les années 20, 30, en Italie, en Allemagne, en Espagne, c'était après des défaites et des défaites de la classe ouvrière. Puis le mouvement fasciste, c'était, comme tu disais, la grande bourgeoisie qui dit « OK, là, ça suffit. Ça suffit la lutte des classes. On détruit vos syndicats. On détruit vos organisations. C'est fini. » Puis la victoire du fascisme, c'était ça. C'était le clou dans le cercueil.
Mais là, on n'est pas du tout dans cette période-là de défaite de la classe ouvrière, de démoralisation. Comme on le voit à Minneapolis, on est au début de la lutte, en fait. Fait que de parler de la menace imminente du fascisme ou que les États-Unis seraient déjà d'un régime fasciste, c'est une conclusion de démoralisation politique, en fait, de ne pas voir qu'il y a une lutte vivante contre les aspects les aspects réactionnaires du programme de Trump. Puis un autre truc, c'est une exagération sur l'écart entre Trump puis les démocrates puis les politiciens plus de l'establishment. Dire, Trump, il est antidémocratique, il attaque des manifestants, il criminalise des gens qui sont contre lui. Mais on voit ça dans les démocraties libérales plus classiques aussi. En Grande-Bretagne, sous Keir Starmer, le groupe Palestine Action, qui est un groupe de soutien du peuple palestinien, a été déclaré organisation terroriste. Je pense pas qu'il y a grand monde qui dit que Keir Starmer est un fasciste. Ça serait complètement loufoque. Le terme voudrait plus rien dire. C'est la même chose en France sous Emmanuel Macron. On a une répression vicieuse des mouvements contre son régime. Puis la France n'est pas un régime fasciste. Mais donc on voit la crise des démocraties libérales partout. Puis Trump en est une expression grossière de ça. Puis on peut parler aussi des politiques d'immigration des pays d'Europe. Les gentilles démocraties d'Europe non fascistes qui noient des migrants dans la mer Méditerranée en les empêchant de rentrer. Ils bloquent les bateaux puis ils laissent les gens se noyer. Des centres de détention horribles ou quand ils les détiennent pas chez eux, ils les laissent dans des centres de détention au Maghreb ou en Turquie dans des conditions horribles. Est-ce que ça, c'est de la bonne démocratie qu'on devrait défendre contre le méchant fascisme de Trump? Oui, puis sur l'immigration, je l'ai mentionné tantôt, mais sous Biden, il y a eu plus de déportations que dans le premier mandat de Trump. En fait, ce que l'establishment n'aime pas de Trump, c'est qu'il est trop honnête, puis trop spectaculaire, puis trop ouvert sur ce qu'il fait, en fait. Mais donc, il y a une incompréhension du stade auquel se trouve la lutte, en général, de qualifier le régime américain de fasciste. Mais il y a un autre truc peut-être encore plus dangereux, c'est de qualifier Trump de fasciste ou de menace imminente du fascisme. C'est une pente glissante vers un appui de l'establishment et de la démocratie libérale, c'est-à-dire de défendre des institutions qui sont de plus en plus détestées, et avec raison, parce que, d'ailleurs, il y avait une anecdote intéressante dans un des articles de nos camarades américains. Il parlait de l'élection, la lutte entre Kamala Harris et Donald Trump, puis c'était des bénévoles démocrates qui disaient qu'eux, quand ils cognaient aux portes, les gens leur parlaient pas de démocratie, ou quand ils parlaient de démocratie, ça connectait pas avec personne. Puis je veux juste être clair, on n'est pas contre la démocratie, évidemment, on est pour une défense des droits démocratiques, mais le point, c'est tu peux pas manger la démocratie. Puis les Américains, et les travailleurs américains en particulier, voulaient entendre une voix qui dit, ben moi, je vais améliorer votre sort. Fait qu'une défense de la démocratie libérale dans l'abstrait, ça attire personne. Puis, mais donc, ce danger-là, de s'attacher à l'establishment libéral ou de ce qu'on appelle la politique du moindre mal, en fait. De défendre le politicien capitaliste moins pire pour bloquer le pire, en fait. Puis ça, l'histoire se répète constamment aux États-Unis, mais cette politique-là, c'est précisément ce qui permet à du monde comme Donald Trump de gagner en popularité parce qu'ils sont vus comme les seuls qui semblent s'opposer à tout l'establishment. Puis un autre exemple, c'est en France. Marine Le Pen, qui a été... Il y a un juge qui a jugé qu'elle peut pas se présenter aux élections de 2027. C'est qui est antidémocratique? Ici, Marine Le Pen, malheureusement, est l'une des politiciennes les plus populaires de France. Marine Le Pen, qui est un peu une copie française de Trump, jusqu'à un certain point. Puis là, tu as l'establishment juridique qui bloque Marine Le Pen, qui l'empêche de se présenter aux élections. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter la popularité de ce monde-là, qui peuvent dire, vous voyez, ils sont tous dans la même gang, ils veulent pas qu'on se présente aux élections, ils veulent pas qu'on vous donne une voix. Il y a la même chose qui se passe en Allemagne, où tout l'establishment essaie d'empêcher l'AfD, qui est un parti d'extrême droite, soutenu par Trump d'ailleurs, de se présenter aux élections. Mais c'est qui est contre la démocratie ici? Bref, le point, on n'est pas des fans de Le Pen, de l'AfD, mais tout ça, mais les actions de l'establishment pour soi-disant bloquer la droite font juste la renforcer. Puis de qualifier ces régimes-là de fascistes et tout ça, mais c'est la gauche qui se range derrière l'establishment. Puis il y a des bons exemples de ça d'ailleurs. Si tu me permets, l'exemple qu'on a trouvé hier, c'est
c'est une publication de Jonathan Durand-Folco, qui est comme une personnalité de gauche au Québec, qui écrit des livres. Je pense qu'il est prof d'université ou de cégep, quelque chose comme ça. Mhm. Puis il a fait plusieurs publications récemment pour lui, il a sa thèse qu'on est dans le fascisme aux États-Unis en ce moment. Puis il présente ses arguments, c'est assez réfléchi, tout ça. Puis après ça, un autre post, il vient dire « Ah, j'aime beaucoup les interventions du maire de Minneapolis, Jacob Frey, qui se tient debout face aux paramilitaires des agents de ICE en leur disant « Get the fuck out of here ». Puis le Jacob Frey en question, c'est qui? C'est le maire de Minneapolis. C'est celui qui était maire de Minneapolis quand George Floyd a été assassiné par la police de Minneapolis. C'est lui qui a présidé à la répression du mouvement de 2020, qui a imposé un couvre-feu pour essayer d'écraser le mouvement. Puis récemment, qu'est-ce qu'il disait? Il dit qu'il y a eu un appel avec Trump. Puis lui, sa plainte, c'est que il est d'accord avec ICE, il n'y a pas de problème avec les opérations de déportation. Ce qu'il dit, c'est il faudrait qu'il le fasse gentiment, respectant la loi. Il n'y a pas de problème avec les déportations de masse tant que ça se fait dans le cadre de la loi. Alors, puis, donc, encore une fois, puis c'est un démocrate de l'establishment, tout ça. Les démocrates qui, encore une fois, si c'est la Gestapo, si ICE, c'est la Gestapo, puis il faut se réfugier dans les bras des démocrates, il faut soutenir le parti qui, la semaine passée, a voté pour augmenter le budget de la Gestapo. Ça, c'est de l'antifascisme. Ouais. Mais la suite de son post est intéressant. Puis on le prend comme exemple, Jonathan Durand-Folco, parce que c'est un exemple de cette tendance-là en général dans la gauche au Québec. Il dit « Jacob Frey n'est pas un militant révolutionnaire ou marxiste, mais un avocat libéral et démocrate qui se tient debout. Le camp antifasciste s'élargit, incluant à la fois la gauche, le centre et la droite modérée qui n'en peuvent plus de l'extrême droite délirante. Cette phrase-là résume le problème avec l'analyse que Trump, c'est un fasciste et qu'il faut unir les forces antifascistes contre lui. C'est textbook ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Puis c'est la logique d'une grosse partie de la gauche américaine comme menée à la défaite de Kamala Harris et la victoire de Trump 2 fois maintenant. Parce que le monde ordinaire est tanné des démocrates, est tanné de l'establishment. Puis cette gauche-là connecte avec personne, en fait, parce qu'il dit « Attachons-nous à Kamala Harris si on ne veut pas avoir le fascisme. » Mais les gens disent « Oui, mais les démocrates ruinent ma vie. » Puis c'est vrai. L'establishment libéral est complètement discrédité. Puis il ne faut pas s'y attacher, en fait. Mais c'est ça fait... puis c'est pas pour rien que Trump et toute sa gang sont capables de dire « Ah, l'extrême gauche, c'est l'establishment. L'extrême gauche, c'est le deep state, c'est l'extrême gauche. Tout ça. Parce que l'extrême gauche, elle se réfugie dans les jupons des démocrates, de l'establishment. Puis, donc, il se présente comme étant les gens qui sont les plus grands défenseurs de ce qui est en train de ruiner la vie des gens, les plus grands défenseurs du statu quo qui est détesté par tout le monde. Donc, évidemment qu'après ça, les gens ne vont pas chercher des solutions à leurs problèmes dans la gauche. Ils vont dire, c'est la gauche qui ruine ma vie. Ouais. Vous faites partie de la gang. Vous faites partie de la gang, vous êtes. Ouais. Puis, c'est pour ça que ça crée toutes sortes de confusions dans la tête des gens qui disent « Ah, la gauche de Wall Street, l'extrême gauche, les communistes de Wall Street, les communistes de Big Pharma, tout ça. » Parce que la gauche se range systématiquement derrière l'establishment. Ouais. Non, absolument. Puis peut-être, juste pour finir le point, c'est ça, on n'est pas au bord du péril fasciste. Puis là, quand je dis ça, en fait, il y a un autre aspect, c'est que l'idée du péril fasciste aux États-Unis, ça amène deux conclusions erronées souvent. Celle qu'on a décrite, c'est-à-dire de se ranger derrière l'establishment libéral ou de baisser les bras puis dire « Ah, mon Dieu, l'extrême droite a gagné, il n'y a rien à faire. » C'est une conclusion souvent soit qui mène à défendre l'establishment ou à être complètement démoralisé politiquement. Mais c'est pas ça qui se passe du tout. Ce qu'on a aux États-Unis puis ailleurs dans le monde, c'est le début d'une période de lutte de classe, en fait. Puis la victoire des démagogues d'extrême droite ou de droite reflète l'incapacité de la gauche à fournir une alternative à l'establishment. En fait, c'est ça que ça exprime en ce moment, cette victoire-là, les victoires de la droite
démagogique partout dans le monde. Mais donc, ce qu'on a, puis ce qu'on voit à Minneapolis, encore une fois, c'est ça, c'est un aperçu de ce qui s'en vient, en fait, des luttes de masse qui vont éventuellement, je pense, projeter de l'avant des figures de type Zoran Mamdani, des figures plus à gauche ou socialistes ou autres. Donc, c'est ça la période qui s'ouvre, en fait, une période où on a toutes les raisons d'être optimiste, en fait, pas de pleurnicher sur la droite gagne partout, mais au contraire de se dire le monde va se réveiller, parce que leur vie, elle empire pour vrai. Puis ça, ultimement, ça va être le moteur de lutte contre toute cette gang-là. Non seulement l'establishment libéral, mais aussi les Trumpistes, la droite, l'extrême droite, qui eux aussi, ultimement, ont aucune solution à la crise du système puis aux problèmes des travailleurs. Fait que je pense que... Non, peut-être un petit mot là-dessus, on approche de la fin. Ce qu'on voit aux États-Unis, on entend souvent « les États-Unis sont tellement à droite ». Puis même, il n'y a pas si longtemps, il y avait l'argument « mais s'il y a une révolution au Québec, au Canada, les États-Unis vont nous envahir parce qu'ils sont tellement réactionnaires et tout ça ». Là, en fait, je dirais, il y a tout lieu de penser qu'une révolution est plus imminente aux États-Unis qu'au Québec, au Canada. Puis c'est un mouvement, je pense qu'il faut le souligner, extrêmement inspirant. On voit la créativité de la classe ouvrière, la créativité du monde ordinaire. Mais aussi, c'est un mouvement qui n'a pas de direction. Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de structure. Ce qui est à la fois une force, c'est-à-dire que ça implique plein de monde, ça prend par surprise les autorités, mais c'est aussi une faiblesse, parce que où est-ce que ça peut mener sans programme clair, puis sans idée de comment on peut abolir ICE une fois pour toutes, puis de faire la connexion entre ICE, entre la montée du Trumpisme, puis la crise du capitalisme. Puis ce qui manque, au fond, c'est un parti. Puis tu donnais des anecdotes de ce que nos camarades américains rapportent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils font à Minneapolis. Tu vois des anecdotes des camarades disent « Je suis allé à un meeting de 1000 personnes, puis quand j'ai pris la parole, le monde était d'accord avec moi, mais il y en a juste quelques-uns. On n'est pas encore une force aux États-Unis, malheureusement. Donc, ce qui manque, c'est un parti communiste avec un programme clair qui peut diriger les mouvements à mesure qu'ils se développent. Oui, puis je pense que l'élément central que un tel parti amènerait, c'est de souligner que tout ce qu'on voit, la montée de la droite, tout ça, ou la soi-disant montée de la droite, ou en tout cas la répression accrue, c'est pas la montée du fascisme, c'est un retour à la normale du capitalisme. C'est le capitalisme qui enlève son masque. Que la démocratie bourgeoise, ça a toujours été la répression, ça a toujours été la violence, ça a toujours été les 80 dernières années, le boom d'après-guerre, tout ça, la social-démocratie, les concessions qui ont été données, les droits de la personne, tout ça, c'est une anomalie historique. Ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de revenir à ce qu'était le capitalisme, c'est-à-dire l'oppression des travailleurs puis l'oppression et l'exploitation d'une classe par une autre, des travailleurs par la bourgeoisie, ce qui signifie les violences contre l'absence de droit de grève, l'absence de droit de la personne, les violences contre les ouvriers, contre les grévistes. Et donc, ce qu'un parti soulignerait, ça serait de montrer comment, pour mettre fin aux politiques migratoires violentes, pour mettre fin c'est la même solution que pour mettre fin à la pauvreté, à l'exploitation dans les milieux de travail, pour mettre fin à la crise du logement, à la crise du système de santé. Tout ça, c'est des problèmes qui sont connectés, qui ont la même source, puis qui doivent être réglés par la même manière, c'est-à-dire le renversement des capitalistes, puis que les démocrates, les républicains, même gagnent. C'est les deux ailes du même oiseau. Ouais. Un parti avec deux ailes droites, comme disait Gore Vidal, l'auteur américain. Ouais, puis non, c'est une conclusion très importante, ce que tu as dit. Donc, il faut surveiller ce qui se passe aux États-Unis. C'est extrêmement important parce que je dirais, oui, les États-Unis sont un petit peu en avance dans le processus de lutte de classe, de discrédit des institutions que le Québec et le Canada, mais c'est important d'en tirer les leçons. Donc, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est cette polarisation-là, c'est-à-dire exprimée à travers la montée de Trump,
mais la polarisation à gauche aussi, dans l'idée de changer de système, la montée en popularité des idées socialistes et communistes. Il y avait un sondage aussi récent qui disait que, je pense que c'était 34% des jeunes Américains de 18 à 29 ans ont une opinion favorable du communisme dans le pays du macartisme, de la guerre contre les Rouges, etc. Donc, il y a des gros changements révolutionnaires qui s'en viennent aux États-Unis tôt ou tard. Donc, c'est pas le moment de parler de la victoire d'un régime autoritaire et tout ça. Non, au contraire, on a un début d'une lutte des classes extrêmement intense qui s'en vient. Puis il faut en tirer toutes les leçons. Puis peut-être pour finir, j'amènerais ça au Québec parce qu'évidemment, la situation est largement différente. Mais ce discours-là de la montée de la droite, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup au Québec. Les gens qui disent « c'est tellement à droite au Québec maintenant. » Puis là, il y a la montée du PCQ, d'Éric Duhem et tout ça. Puis juste une petite anecdote. J'écoutais un matin un podcast où Frédéric Bérard était interviewé. Frédéric Bérard, qui était un peu comme Durand Folco, une figure dans la gauche québécoise, un avocat qui a beaucoup de followers sur Facebook et tout ça, qui écrit plusieurs articles. Et lui, il parle constamment de la montée du fascisme et tout ça. Puis la montée du fascisme de l'extrême droite au Québec. Puis il disait quelque chose de très intéressant. Il disait... c'est une chose, c'est d'avoir une droite comme Mario Dumont, une droite conservatrice. Ça, c'est correct, parce que leurs arguments sont rationnels, reposent sur des arguments réfléchis, tout ça. Puis je suis pas d'accord du tout avec ce que Mario Dumont dit, puis ceux qui disent qu'il faut privatiser Hydro-Québec, mais ça, c'est correct, t'sais. Mais Trump, ça, c'est un autre niveau, ça va beaucoup trop loin, tu sais. Fait que tu as cette gauche libérale-là qui s'ennuie du temps où il n'y avait pas la polarisation dans la société, qu'il y avait certaines idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais il appelle ça une agora, où toutes les idées sont discutées, tu sais. Puis je pense, il faut dire, cette époque-là, comme tu dis, elle est révolue. Elle est en train de disparaître, c'est-à-dire les gens sont fâchés puis cherchent des solutions extrêmes, pour le dire comme ça. Puis c'est ça qui s'exprime, encore une fois, dans la montée de Trump, dans la montée du PCQ et tout ça, ou on pourrait dire de Pierre Poilievre aussi. Mais il faut arrêter de se lamenter sur la polarisation. Il faut la comprendre, puis comprendre aussi que l'antidote, c'est une solution anticapitaliste, une solution qui pointe le système, qui explique que cette démocratie libérale-là, elle n'a jamais servi les travailleurs anyway, puis qu'il faut la remplacer par une démocratie au service de la classe ouvrière. Mais je pense que c'est plus loin que ça, c'est cette nostalgie-là pour une société qui s'effondre. C'est une nostalgie pour une époque où est-ce que les yeux des gens étaient voilés. C'est une nostalgie pour l'illusion qui était mise sur sur les yeux des gens. C'est l'époque dans laquelle on entre. C'est le fait que les gens prennent conscience de la vérité, à quel point ils se sont fait mentir sur la nature de la police, sur la nature du système judiciaire, sur la nature du capitalisme en général, sur le rôle du Parlement, sur le rôle des médias, toute la question des fake news, le fait que les gens font plus confiance aux médias, mais c'est le fait que les gens se rendent compte qu'ils sont fait mentir pendant des générations. Même chose récemment avec le discours de Carney qui disait ouvertement le système de droit international, le système des relations entre les États. C'est une fiction agréable. C'est une fiction agréable. Les gens sont en train de se rendre compte qui se sont fait mentir. Puis là, on vient nous dire « mais là, c'est donc bien dommage que les gens prennent conscience de la nature du monde réel. » Il faudrait qu'on continue à leur mentir sur l'establishment. Comme ça, on pourrait continuer à avoir des discussions agréables, mais on garderait en même temps le statu quo de l'exploitation puis de la violence qui existait à l'époque aussi. Oui, qui a toujours existé, oui. Non, absolument. Je pense que on devrait mettre fin à la discussion aujourd'hui parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur le sujet. J'espère que ça aurait servi de mon contrepoids à ce qu'on entend dans les médias au Québec et au Canada, la couverture assez unilatérale de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que non, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est Donald Trump puis ses frasques, mais aussi la résistance puis l'organisation de la classe ouvrière contre ce régime-là, en fait. Puis ça, encore une fois, c'est un embryon, un aperçu de ce que c'est le pouvoir de la classe ouvrière puis sa capacité à changer la société. Puis nous, au Parti communiste révolutionnaire, on a confiance dans la classe ouvrière, dans la possibilité que la classe ouvrière organise une révolution puis renverse ce système-là pour le remplacer par une société contrôlée démocratiquement par les travailleurs puis qui satisfait les besoins de l'ensemble de la population. Donc, c'est pour ça qu'on lutte.
J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On va prendre une pause de peut-être 1 ou 2 semaines. On est assez occupé avec notre école marxiste qui s'en vient. Donc, on se retrouvera fort probablement après cet événement-là. Mais je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous inscrire. C'est le 13, 14 et 15 février prochain à Montréal. On a maintenant plus de 500 inscrits à l'école marxiste. Donc, ça promet d'être un gros événement extrêmement formateur. Donc, on va discuter de toutes sortes de questions qui ont trait de près ou de loin au terme réforme ou révolution. Donc, j'espère qu'on va s'y voir et on se retrouve bientôt pour un épisode de Parti pris.